À mon sens, le mouvement doit prendre. C'est pas est-ce qu'il va, c'est il doit prendre en fait. Il faut le faire. Et donc toutes les entreprises qui pour l'instant laissent le temps passer en se disant on verra plus tard, on verra quand on sera face au mur. En fait, non, il faut changer dès maintenant parce que on le voit en fait notamment le cycle de l'eau, mais en fait le climat est déréglé. Il y a des impacts sur les activités humaines qui sont de plus en plus fréquents, qui sont de plus en plus violents. On le voit avec les sécheresses, on le voit avec les inondations notamment. Et donc en fait, il y a une urgence à agir sur ces sujets et à se dire ok, qu'est-ce qui dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui dans nos transports, qu'est-ce qui dans notre manière de vivre, soit personnellement, soit collectivement, qu'est-ce qui est vraiment utile. Salut Simon, tu vas bien? Ouais, salut, ça va bien. Ouais. Impec. Je suis très content de t'avoir sur ce second épisode de Midi Entrepreneur. Pour rappeler un petit peu ce qu'est Midi Entrepreneur, c'est un média qui met en avant les entrepreneurs du Sud et notamment de l'Occitanie. Donc on est à Toulouse aujourd'hui, on est dans la pépinière de Ilia, c'est ça? Ouais, c'est une pépinière de Toulouse Métropole, le centre Pierre Potier. Donc c'est un bâtiment qui accueille une quinzaine d'entreprises qui sont hébergées du coup par Toulouse Métropole. Ok, top. Aujourd'hui, du coup, on va faire le sommaire rapidement, mais on va parler d'abord de ton parcours. Ensuite, la solution d'Ilia avec le capteur et la douche cyclique. On va aussi parler un petit peu de succès d'Ilia, mais aussi les moments un peu de doute, parce qu'il y en a. On le voit sur LinkedIn souvent, dans le game LinkedIn, c'est bon, on réussit, mais c'est pas tout le temps tout rose. On parlera aussi de l'avenir, les ambitions d'Ilia et aussi par rapport au développement durable et au mouvement éco-responsable qu'il faut qu'on mette en place. Et on finira forcément par le passage sur qui va être mon associé, sur M6. Félicitations encore une fois. Et merci, du coup, pour un peu comprendre les coulisses, comment ça s'est passé et ce que ça a apporté à Ilia. Voilà. Du coup, de façon classique, Simon, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu ton parcours? Du coup, j'ai 28 ans, j'ai créé Ilia en sortant de mes études. Parce que avec mon associé Antoine Escande, quand on étudiait, on s'est rencontrés à l'INSA et pendant nos études, on s'est rendu compte qu'on avait envie de mettre notre diplôme d'ingénieur au service de la société, au service de l'environnement. Okay. Et donc on avait d'abord participé à créer une association sur le campus qui s'appelait Ingénieurs pour demain et qui poussait les étudiants ingénieurs et les jeunes ingénieurs à se dire ok, maintenant que je suis ingénieur, je fais quoi de mon diplôme et comment mon métier va plutôt avoir un impact positif qu'un impact négatif. Et donc on a eu cette réflexion en parallèle de cette création d'association. Et donc sorti d'études, on s'est dit, ok, on veut entreprendre. Pour nous, en tout cas, la manière de répondre à cette question du sens qu'on donne à notre diplôme, c'était l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'est né Ilia. Pourquoi on s'est intéressé au sujet de la douche, après particulièrement, alors qu'on est deux ingénieurs en mécanique? C'est parce que on nous répète à longueur de journée qu'il faut faire la transition écologique, qu'il faut consommer moins d'énergie, moins d'eau. Et en fait, quand on regarde dans nos gestes du quotidien, on n'a pas forcément des solutions qui sont toujours sexy, qui donnent envie de faire cette transition écologique. Et la douche, c'est le premier poste de consommation en eau et le deuxième poste de consommation en énergie du foyer. Donc s'il y avait un geste chez nous à repenser pour l'eau, alors il y a les toilettes, souvent on pense aux toilettes aussi parce que c'est de l'eau potable qu'on du coup on avait une discussion en venant de la voiture, ouais. On se disait que c'était un peu aberrant qu'on utilise encore l'eau potable des toilettes pour... Il y a un gros sujet sur les toilettes, mais mine de rien, la douche reste quand même le poste de consommation le plus important. Et en plus, pour un usage qui va être à la fois d'hygiène et à la fois de détente, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la douche cyclique. Et donc voilà, on s'est dit, il faut proposer des solutions qui rendent la transition écologique désirable, qui donnent envie de faire la transition écologique. Et donc, on en reparlera tout à l'heure sur la présentation des solutions, mais c'est comme ça qu'est né Ilia. Donc là, vous êtes deux associés, c'est ça? Ouais, on est deux associés. Ouais. L'entreprise est créée depuis fin 2019. Okay. On porte le projet depuis 2018, mais d'abord en parallèle de la fin de nos études et d'une première activité. Et donc, on est créé depuis fin 2019. Donc, c'était le meilleur moment pour se lancer, parce que 3 mois après, il y a le Covid. Il faut replier bagages alors qu'on venait de s'installer dans nos premiers locaux. C'était une période un peu difficile pour débuter l'entrepreneuriat, parce que on ne savait pas de quoi l'avenir allait être fait. Mais donc, dans ces à peu près 4 ans de vie d'entreprise, on a eu une grande phase de R&D sur nos deux produits. Okay. On a des solutions techniques, et donc il fallait passer du temps à les développer, passer du temps à chercher de l'argent pour avancer sur ces projets. Parce que là, du coup, vous êtes financé, vous avez fait quoi? Des petites levées de fonds, c'est ça? Il y a quoi? Il y a des prêts d'État? On a été financé notamment par des subventions de la région Occitanie et de la BPI. On a eu des prêts d'honneur de Créalia, Réseau Entreprendre. Et puis après, on avait fait une campagne de financement participatif
sur KissKissBankBank en 2020, qui avait permis aussi de collecter des fonds pour justement avancer dans notre R&D. Mais donc c'est là où dans l'entrepreneuriat, on a à la fois la partie où on avance sur son projet, sur la solution qu'on a envie de mettre sur le marché, mais en même temps, il y a un chemin énorme à parcourir sur trouver les partenaires, qu'ils soient financiers, techniques, etc. Et donc, le début de l'activité a été pris par beaucoup de cette partie-là. Ok, et du coup, sur les profils, vous avez tous les deux des profils donc scientifiques. Tu as fait l'INSA, c'est ça? On est tous les deux ingénieurs INSA. Ingénieur, ok. Et moi, j'ai un double diplôme en management de l'innovation que j'ai fait à TSM. Et donc, j'ai un peu j'avais voulu faire ce double diplôme pour m'ouvrir un peu à autre chose que juste l'ingénierie, déjà avec dans l'esprit d'entreprendre peut-être à un moment. Mais effectivement, on est une équipe d'ingénieurs. Ok, super. On le disait juste avant, il y a quand même un gap entre passer d'étudiant à entrepreneur. Et donc ce passage-là, vous l'avez vécu comment avec ton associé? Ça a été un moment difficile ou justement vous avez passé le pas et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On a été accompagné notamment via un dispositif de Pépite France qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur. On a été accompagné par des incubateurs aussi et ça nous a aidé à gagner en légitimité aussi pour avancer dans notre projet. Et mine de rien, ce qui a aidé aussi dans notre légitimité, autant pour convaincre des partenaires que pour convaincre nos familles aussi, qui se disent mais dans quoi ils se lancent ces deux jeunes, ça a été les premiers concours qu'on a remportés, les premières parutions presse. Concours, c'était quoi? C'était des concours à... Un des premiers concours qu'on a gagné qui a été assez marquant, c'est la Social Cup. C'est un concours national d'entrepreneuriat social pour des entrepreneurs de moins de 30 ans. Et on l'a remporté en 2020, donc on venait tout juste de se lancer. Et c'est une battle de pitch en plus, donc c'est vraiment un concours où il y a des votes, on avance petit à petit, etc. Et ça a été un beau souvenir de se dire, ok, c'est un des premiers concours auxquels on participe, on le remporte. En fait, ok, il faut qu'on continue ce projet. Il y a l'attraction. Il ne faut pas s'arrêter à si peu de temps. Mais effectivement, c'est ce genre de concours ou de parution presse qui aide dans la légitimité aussi derrière, à la fois convaincre nos familles que ce qu'on fait, certes il y a du risque, mais on sait pourquoi on le fait, et en même temps convaincre des premiers partenaires, des premiers clients, de dire on a beau être deux petits jeunes de moins de 25 ans, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a un vrai projet derrière, c'est pas juste un projet étudiant. Super, top. Simon, est-ce que tu peux nous présenter les deux solutions d'Ilia? Donc il y a le capteur ILO, je vois qu'il est sur la table, si tu peux nous le montrer. Et du coup, tu nous expliques un peu ce que c'est. Je crois que c'est un capteur qui capte en direct la consommation d'eau dans la douche. C'est ça, alors historiquement, chez Ilia, c'est la douche cyclique qui est le premier produit qui fait qu'on se lance, mais le capteur ILO, c'est le premier produit qu'on commercialise et qui est déjà commercialisé depuis 1 an maintenant, à la fois chez des particuliers et aussi des professionnels, notamment des bailleurs sociaux ou des hôtels. Okay. Le principe du capteur, on le branche sous son mitigeur ou sous son pommeau, et il va mesurer et afficher en direct la consommation en eau. Donc il l'affiche ici sur cette partie de l'écran. Un format digital. C'est des LED qui, par transparence, vont afficher le volume. Okay. Et ça permet en fait de sensibiliser et responsabiliser l'utilisateur. Donc quand on prend sa douche, on voit au fur et à mesure 1 litre, 2 litres, 3 litres, etc. Et ça permet de se dire, tiens, j'en suis déjà à 40 litres, hier j'avais fait 35, ça veut dire que je prends une douche qui est plus longue. C'est là pour te culpabiliser un peu et te dire, bon là il faut que je calme et que je sorte. On essaie de faire un affichage ou un capteur qui justement ne culpabilise pas ou ne juge pas l'utilisateur. L'affichage va être fait toujours de la même manière, qu'on prenne une douche de 2 litres, 20 litres ou 200 litres. Oui, je te coupe parce que moi, dans une salle de sport, il y avait des capteurs qui changeaient de couleur. Au début, c'était vert, bleu, à la fin, c'était rouge. Et là, du coup, pour le coup, c'est un peu alerte rouge, je sortais de la douche, quoi. Voilà, ce genre de solution, ça fait un peu, effectivement, alerte rouge, attention, c'est mal, etc. Et en fait, l'humain, on n'aime pas que ce soit une machine qui nous dise ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et on s'est dit, si sur notre capteur, à un moment, il se met à faire un bip, à mettre un truc qui clignote en rouge, il coupe l'eau chaude, etc., en fait, les gens vont le désinstaller et il va servir à rien. Là, on fait un affichage qui est complètement factuel. Okay. Et c'est à l'utilisateur de se dire, aujourd'hui, si j'ai envie de prendre une douche de 80 litres, je prends une douche de 80 litres. C'est pas si grave, mais par contre, faut pas que ce soit tous les jours. Et donc, ça permet de voir, en fonction de sa pratique, de se challenger dans une famille, dans une coloc, aussi, de se dire, moi aujourd'hui j'ai fait 20 litres, essaie de faire moins, etc. Parce que là, ça revient sur une appli et tu as tes consommations au jour le jour qui s'affichent. Oui, c'est un appareil qui peut être connecté au Wi-Fi, et donc une fois qu'on l'a paramétré à son Wi-Fi, on a son historique de consommation sur une plateforme. Donc vous avez développé une appli, c'est une plateforme ou une appli? Ouais, c'est une plateforme web, c'est pas une appli qu'on a sur son téléphone. Okay. On s'est dit, les gens vont pas vouloir installer l'appli sur le téléphone, juste du capteur qu'ils ont dans leur douche. Donc la plateforme web était la solution la plus évidente. Ouais. Et c'est un capteur qui est autonome en énergie, donc il n'a pas de batterie, pas de pile, c'est le flux d'eau qui passe à travers la turbine qui est à l'intérieur qui génère son énergie.
Ok. Donc en fait, quand on allume la douche, il s'allume, quand on éteint la douche, il s'éteint. Et ça permet, en fait, l'utilisateur, il a rien à faire, quoi. Une fois qu'il est installé dans sa douche, euh, tout se fait tout seul, quoi. La mesure, l'affichage, s'allumer, s'éteindre. Ok. Et là, sur la consommation, par exemple, en moyenne des Français, vous avez des chiffres forcément sur ça. Un Français, en moyenne, il consomme combien par jour, par semaine, par mois? Les chiffres de l'ADEME, c'est qu'en moyenne, on consomme entre 60 et 80 litres par douche en Par France. douche, Ouais, Ok. par douche. Pour donner d'autres chiffres, pour comprendre ces 60 à 80 litres, parce que c'est énorme, hein, on s'en rend Ah, pas c'est compte, énorme. mais il faudrait qu'on transporte des bidons d'eau pour notre douche, on Ça ne se serait retire pas autant. ouais, c'est clair. En fait, une douche en moyenne, ça va durer entre 5 et 10 minutes. Il y a des utilisateurs qui passent 15, 20, 30 minutes des fois dans la douche. Et, un débit moyen d'un pommeau, c'est entre 10 et 15 litres par minute. Donc si on dit 10 litres par minute, c'est assez facile de compter que chaque minute qu'on passe dans la douche, c'est 10 litres qui s'en vont. Et donc 10 minutes, c'est facilement une centaine de litres, quoi. D'accord. Donc ça va très vite. Ok. Donc ça c'est le capteur, la douche du coup. Donc ça c'est le produit qui est sorti après. Le premier, c'est ça, c'est le capteur en premier Donc et la douche cyclique en Ouais, second. le capteur ILO, c'est le premier produit qui est commercialisé, qui permet, comme je disais, de sensibiliser, de prendre conscience. Ok. Et donc, si on se rend compte qu'on a une pratique qui est toujours assez consommatrice en eau, qu'on aime passer du temps dans la douche parce que, je le disais aussi en introduction, la douche, c'est un moment d'hygiène, un moment où on se lave, mais c'est aussi un moment de détente. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, moi, la douche, c'est le moment où je réfléchis, c'est le moment où je me détends après une séance de sport, c'est le moment où je me réchauffe l'hiver, où je me rafraîchis l'été. Et donc, c'est pour ça que on a créé cette douche cyclique. Alors là, c'est une maquette Juste avant format la douche Barbie. cyclique, Simon, le capteur, vous en avez, commercialement, vous en avez vendu combien et en combien de temps? Là, en un an, on a déjà plus de 750 capteurs qui ont été vendus à des particuliers et des professionnels. Ok, et la répartition entre les deux? Je pense qu'on a un tiers des capteurs qui ont été vendus à des professionnels, Ok, et le reste mais après qui sont, par exemple, chez un bailleur social, c'est utilisé finalement par un des particulier. Ok. Et après, une grande partie qui a été vendue effectivement à des familles, à des gens qui veulent connaître leur consommation. Mais là, on discute avec des clients professionnels, des chaînes hôtelières ou des promoteurs et bailleurs sociaux, où en fait très rapidement cette répartition peut changer et devenir plus importante en faveur des professionnels, parce que dès qu'un immeuble est équipé ou dès qu'un hôtel est équipé, derrière, ça suit, quoi. voilà, le volume va plus vite. Et d'un point de vue marketing, ces clients, vous avez trouvé comment? C'est soit des partenariats, soit votre com à vous, site internet, réseaux sociaux? Il y a beaucoup notre com à nous, Ouais. comme je disais aussi tout à l'heure, remporter un concours, être présent sur un salon, être présent dans la presse, ça amène de la forcément, visibilité. Après, il y a notre communication sur les réseaux sociaux, notre site internet qui, mine de rien, est assez bien référencé sur les thèmes Sur les mots-clés, sur les mots-clés de douche écologique. Et, Il y a beaucoup de recherches sur ces mots-clés-là? Il y en a de plus en plus. Ok. Je ne saurais pas dire quelle est la proportion, mais en fait, ces dernières années, on parle quand même beaucoup plus d'économie d'eau, d'économie d'énergie, donc les gens font Forcément, ils font des gestes ces qui recherches-là. Et donc, les gens nous trouvent comme ça. Après, on a fait un financement participatif pour lancer les ventes du capteur ILO. Ça avait bien au marché départ. ça sur KissKissBankBank? C'était sur KissKissBankBank, ouais, c'est ça. Ça avait plutôt bien marché. En 2 mois, on avait déjà vendu 350 capteurs. Donc là, c'est que des particuliers pour le coup. Il y avait un hôtel qui avait précommandé une dizaine de capteurs sur cette campagne, mais après, c'était majoritairement des particuliers. Et on sait aussi dans ces campagnes-là que c'est aussi des proches, des gens qui nous connaissent, des gens qui veulent nous soutenir. Mais mine de rien, tous ces capteurs qui ont pu être ensuite testés par ces utilisateurs nous ont permis aussi d'avoir beaucoup de retours, améliorer le produit pour que la deuxième production des capteurs soit déjà améliorée. Donc et puis ces gens-là nous aident à faire la preuve commerciale aussi que le capteur va permettre de répondre à un marché. Parfait. On va voir si je suis un bon élève. Tu m'as déjà expliqué le concept. Alors on est d'accord, donc l'eau tombe dans le bac et dans ce bac-là, ça remonte via ce coin de tuyau. Alors vas-y, explique-moi, ça sera mieux. Il y a effectivement 2 usages de la douche Ouais. cyclique. Donc il y a le premier usage en mode classique pour la phase d'hygiène, le moment où on est en train de se laver, de se savonner, de se rincer dans la douche, où l'eau va être la plus chargée en savon, la plus chargée en polluants aussi. Cette eau-là n'est pas recyclée. Donc à ce moment-là, parce que ça peut pas. C'est parce qu'il y a trop de matière. ce serait possible. On sait traiter, on sait retraiter de l'eau. Ça aurait demandé un système quand même qui soit avec des filtres beaucoup plus performants, donc une pompe aussi plus puissante, plus chère. Plus coûteux, le système aurait été plus coûteux. Et surtout, ça aurait demandé beaucoup plus d'entretien.
pour les utilisateurs. Donc on s'est dit, cette partie hygiène, qui est quand même en général la plus rapide dans la douche, on recycle pas l'eau. Par contre, dès qu'on a fini de se laver et qu'on veut se détendre dans la douche, pendant la phase récréative, le moment où on se détend dans la douche, là on active le mode cyclique et l'eau va être récupérée avant d'être évacuée. Elle est pompée, filtrée, désinfectée, réchauffée et renvoyée à l'utilisateur. D'accord. Et donc quand on est en mode cyclique, peu importe le temps qu'on passe dans la douche, c'est seulement 5 litres d'eau qui vont être utilisés, recyclés, réutilisés. Toujours ces mêmes 5 litres. C'est ça. Donc on peut se doucher 4-5 heures, c'est la même. On peut y passer 4-5 heures, on consomme le même volume d'eau. Okay, en termes de consommation d'énergie, il y a aussi une économie d'énergie par rapport à une douche de la même durée qui aurait été que en douche classique, parce que l'eau qu'on récupère est encore chaude, donc on la maintient en température, mais ça consomme moins d'énergie que chauffer l'eau dans son ballon d'eau chaude. Par contre, si on y passe 4 ou 5 heures, le fait de maintenir l'eau à la bonne température pendant autant de temps, au bout d'un moment, on a une consommation d'énergie qui est plus importante que la douche de 10 ou 15 minutes qu'on aurait fait normalement. Donc il peut y avoir cet effet rebond sur la consommation d'énergie. Quoi qu'il arrive, il y a une économie d'eau, peu importe le temps qu'on y passe. D'accord. Vous avez des concurrents là ou pas sur ce marché-là ? En France, il n'y a pas encore de concurrence sur la douche cyclique. Il y a 2 entreprises dans le nord de l'Europe, en Suède et au Danemark, qui ont développé des systèmes similaires dans le fait que c'est du recyclage de l'eau, mais pas forcément similaires dans la manière de le faire. Et je crois qu'il y a une entreprise en Amérique du Nord, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, qui a développé aussi un système qui est marketé beaucoup plus connecté. On peut connecter sa douche en Wi-Fi, faire préchauffer l'eau sur son téléphone, etc. Nous, c'était pas du tout l'endroit où on voulait aller. On voulait faire une douche qui soit la plus écologique possible aussi dans sa conception, pour que dans son analyse de cycle de vie, elle soit positive pour l'environnement. Et donc on a vraiment mis le minimum de ce qu'il faut pour avoir un recyclage de l'eau sans s'amuser à connecter la douche de partout. Et vous l'avez breveté ou pas ça ? Il y a un brevet qui a déjà été déposé en septembre 2022 sur la manière dont on recycle l'eau, et on est en train de déposer un deuxième brevet là début 2024 sur une autre sous-partie de la douche. Donc c'est pas... Ce qui est breveté, c'est pas le fait de recycler de l'eau dans la douche. Ouais. Ça, d'autres y avaient pensé avant nous, et c'est impossible de breveter simplement cette idée de recyclage. Par contre, c'est la manière dont on fait ce recyclage, le processus, qu'on a pu breveter. Super. Donc ouais, comme je te disais, le côté succès-échec, j'aime beaucoup en parler parce que c'est important. Là, sur les 2 dernières années, est-ce qu'il y a un ou 2 moments où vraiment chez Ilia vous étiez super content et ça a été un peu une bascule sur le fait de grandir et de développer la boîte ? Je le citais tout à l'heure, un des premiers concours qu'on a fait, la Social Cup, ça a été un beau moment parce que c'était une battle de pitch, il y avait des votes du public, il y a beaucoup de concours d'entrepreneuriat auxquels on participe, c'est un jury qui est un peu caché dans son coin, ou alors on pitch juste devant un jury qui derrière donne son résultat. Là, il y avait 300 personnes dans le public qui pouvaient voter pour les pitchs qu'ils préféraient, etc. Et là, du coup, tu parlais devant 300 personnes ? Ouais, il y avait, je pense, 250-300 personnes sur ce concours-là. C'est difficile comme exercice. Tu t'es entraîné pour pitcher ? On s'était fait coacher ? On s'était beaucoup entraîné, on s'était fait coacher. C'était 3 pitchs d'1 minute, où on faisait un pitch d'1 minute. Si les gens votaient pour nous, on venait faire le 2e pitch. D'accord. Si les gens votaient pour nous, on faisait le 3e. Et donc, il y avait aussi tout l'enjeu de réussir à en dire suffisamment pour intéresser les gens, et en même temps garder un peu le cliffhanger à la fin pour leur donner envie de participer. Enfin, de voir le 3e pitch. Et en fait, ça a été un beau moment parce que c'était comme dans une compétition, quoi. À la fin d'un match, quand on gagne, on a cette adrénaline, on est content. Et là, ce concours-là, particulièrement, on avait vraiment vécu ça. Donc ça a été un beau moment au lancement de notre projet qui nous a donné pas mal de visibilité. C'était un concours national, donc en plus, d'un seul coup, la visibilité devenait nationale et pas juste toulousaine. Dans les autres beaux moments qu'on a pu avoir, nos campagnes de financement participatif sur KissKissBankBank en 2020 et 2022, pareil, c'était des premières étapes, mais réussir à mettre en place ces campagnes-là, voir qu'elles réussissent à chaque fois avec à peu près 300% de réussite par rapport à l'objectif initial, c'est à chaque fois des signes qui nous font dire ok, il faut continuer, il faut poursuivre. Et puis récemment, il y a eu cette participation à l'émission Qui veut être mon associé, qui est aussi pour un entrepreneur. Il y a tellement d'entrepreneurs qui ont envie de participer à cette émission. Déjà, avoir la chance d'y participer, c'était un truc de dingue. Et ensuite, ça donne d'un seul coup un cachet au projet, à l'entreprise, qui n'est pas du tout celui qu'on pourrait avoir si on était resté dans notre atelier à faire du bricolage. Forcément. Ouais, c'est ça.
C'est un vrai vecteur de communication. Et du coup, échec, est-ce que vous avez des moments de doute un petit peu? Vous avez dit, oh là, ça va pas marcher, c'est la galère. Parce que nous, on le voit, en entrepreneuriat, c'est un dent de scie, il y a des jours, tout est rose, tout va bien, et puis il y a des jours, tu te dis, mais ça marche pas, enfin, comment on va faire, quoi? Bah, on a effectivement, comme tous les entrepreneurs, un peu les moments hauts et puis les moments un peu plus bas. C'est là où entreprendre à deux, ça a toujours été une de nos forces. Et on se rend compte que ce projet-là, on l'aurait pas mené seul. Okay. Ni Antoine ni moi, on se serait senti la capacité de mener ce projet-là tout seul. Et donc, quand il y en a un qui est un peu en bas de la pente, l'autre est là aussi pour le relever. Et même si on est tous les deux en bas de la pente, on est là un peu pour se soutenir et se dire, ok, il faut remonter. Donc, être à deux, déjà, ça permet de s'encourager dans ces moments plus difficiles. Un des premiers moments qui a été dur, c'était le Covid. La société était créée depuis 3 ou 4 mois seulement. Ça faisait 1 mois qu'on était installés dans nos premiers locaux. On avait enfin commencé à travailler de manière un peu plus sérieuse, pas juste dans notre salon. Et là, il faut replier les bagages, revenir travailler dans un salon, enfermé pendant 2 mois, à pas savoir de quoi va être fait l'avenir. Ouais, parce qu'à cette époque-là, quand on s'y replonge, toutes les 2 semaines, on nous apprenait qu'on était confinés encore un peu plus longtemps. C'est clair que là, la visibilité, ouais. C'était difficile de savoir comment on allait sortir de cette situation. Et en plus, on visait déjà à l'époque la clientèle hôtelière. Et en fait, les hôteliers, au moment du Covid, ils ont dû fermer les hôtels pendant des mois et des mois. Ils ne pouvaient pas ouvrir les chambres comme ils voulaient. Tous les investissements qu'ils faisaient, c'était pour les protections sanitaires, mettre les barrières devant l'accueil, par exemple, pour protéger le personnel, mettre des bornes à gel, etc. Et donc, tous leurs investissements, déjà, ils perdaient du chiffre d'affaires. Et tout leur investissement, c'était la sécurité sanitaire. Et on s'est dit, l'écologie, ça passe après, quoi. Ça a beau être hyper important, ça passera après. Et donc, à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est le moment en fait, de porter ce projet ou est-ce qu'on s'est engagé dans un truc qui n'allait pas? Et là, 3-4 ans après le Covid, c'est bon, la partie sanitaire est un peu retombée quand même. Les clients reviennent dans les hôtels, les fréquentations des hôtels ont réatteint des niveaux d'avant Covid. Et les enjeux environnementaux sont tellement importants que en fait, ça revient au devant de la scène et tous les hôtels vont même avoir l'obligation en 2026 d'avoir un affichage environnemental, un peu un équivalent du Nutri-Score qu'on a sur les aliments. Ils vont devoir faire un affichage environnemental de leur établissement. Et donc ça va nous permettre de dire, nous en fait nos solutions, elles vous permettent de grimper dans ce score et d'avoir une meilleure note. Ouais. Et puis même de montrer que vous avez un engagement. Et donc en fait, c'est bon, on a bien fait de ne pas abandonner en 2020 et d'être un peu résilient, parce qu'aujourd'hui, on l'espère, mais ça va payer, quoi. C'est en tout cas les solutions que vont chercher les hôtels. Super. Nous, on le voit pour parler du futur et la vision d'Ilia. Nous, on essaie de travailler de plus en plus chez ECA, l'agence de production vidéo, avec des acteurs engagés, parce que ça a du sens et au vu de l'urgence climatique, on est obligé c'est un passage obligé. Toi, comment tu vois un petit peu le futur d'Ilia et le futur en général des boîtes? Est-ce que toutes les boîtes doivent s'adapter et passer sur de la vraie responsable écologique, ou est-ce que tu penses que le mouvement va prendre et va continuer dans le temps, quoi? Alors, à mon sens, le mouvement doit prendre. C'est pas est-ce qu'il va, c'est il doit prendre en fait. Il faut le faire. Et donc toutes les entreprises qui pour l'instant laissent le temps passer en se disant on verra plus tard, on verra quand on sera face au mur. En fait, non, il faut changer dès maintenant parce que on le voit en fait notamment le cycle de l'eau, mais en fait le climat est déréglé. Il y a des impacts sur les activités humaines qui sont de plus en plus fréquents, qui sont de plus en plus violents. On le voit avec les sécheresses, on le voit avec les inondations notamment. Ouais. Et donc en fait, il y a une urgence à agir sur ces sujets et à se dire, ok, qu'est-ce qui dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui dans nos transports, qu'est-ce qui dans notre manière de vivre, soit personnellement, soit collectivement, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, etc. Et notamment dans le sujet du tourisme, il y a tout l'enjeu de se dire comment on se déplace. Le tourisme, un des grands impacts, les 2 gros impacts du tourisme, c'est comment on se déplace et comment on est hébergé. Oui. Donc les hôtels, les campings ont intérêt à mettre des solutions en place. Et au niveau de la mobilité, il y a forcément ce sujet de est-ce qu'il vaut mieux se déplacer en train, est-ce qu'il vaut se déplacer en avion. Forcément, on ne va pas aux mêmes endroits si on y va à vélo ou si on y va en avion. Mais donc ça pose la question de se dire... Ok, en fait, est-ce que le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde où je peux aller passer mon week-end à Bali? Ou est-ce que c'est un monde où en fait je vais découvrir Castres parce que c'est à 1 heure de Toulouse, je peux y aller avec un TER, je vais découvrir la ville à vélo et en fait j'aurais découvert quelque chose que je connaissais pas et j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le découvrir. On se rend compte qu'en France il y a tous les paysages et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire le tour du monde pour... Et en même temps, ça c'est des consciences à prendre, voilà, c'est des changements à faire. En fait, il faut réinventer un récit dans quel monde on veut vivre et on sait que
le monde dans lequel ont pu vivre nos grands-parents ou nos parents, on nous a dit le modèle de réussite, c'est faire des études, avoir un métier, avoir une maison avec la piscine, le jardin, les 2 enfants, un chien. Bon, en fait, ce modèle-là, c'est plus forcément celui qu'on a envie d'avoir dans notre génération, et donc il faut se réinventer quelle vie on a envie d'avoir. Donc je pense que pour répondre aussi à la question sur est-ce que les entreprises doivent changer, oui, elles doivent changer, elles doivent s'adapter, à la fois dans la manière dont elles font les choses. Effectivement, ça va passer par avoir un bâtiment plus durable, avoir l'activité en soi qui va être plus durable, mais aussi dans le service ou les produits qui sont faits, les faire de manière plus intelligente, ou des fois se dire, en fait, ce produit-là, ce service-là, il a que des impacts négatifs, il faut arrêter, ou alors il a des impacts négatifs, mais on va réussir à le transformer de telle manière qu'il va avoir des impacts positifs derrière. Et ça, c'est... Oui. Et puis le changement, il part aussi des boîtes. C'est les boîtes qui vont insuffler le mouvement. Il y a les consommateurs qui doivent changer, mais les boîtes, il faut aussi qu'elles prennent leur responsabilité, quoi. Et c'est là où, ce que je disais en introduction, si on rend la transition écologique sexy, désirable, souhaitable, les gens vont aller vers cette solution. Si on propose un touriste 2 hôtels, il y a un hôtel qui a mis en place plein de solutions d'économie d'énergie, d'économie d'eau, etc. Et un hôtel qui fait le business as usual et qui n'a pas changé ses pratiques. Bon, en fait, en tant que consommateur, je préfère aller dans un hôtel qui va être respectueux de l'environnement, respectueux qui va travailler avec des producteurs locaux, etc. Parce qu'il y a la prise de conscience, et du coup maintenant, il vaut mieux aller dans cet hôtel-là, et on se dit c'est mieux que d'aller dans l'autre qui lui fait n'importe quoi. Et c'est pareil pour la douche. Si en fait, grâce à la douche cyclique, on peut continuer à prendre des douches longues, par contre plus écologiques, on n'enlève pas du tout le confort. En fait, pourquoi j'aurais envie de continuer à prendre des douches normales alors que je peux prendre une douche cyclique, en fait. C'est ça. Et donc, c'est en amenant des solutions qui sont désirables que les gens vont avoir envie de faire cette transition et vont plus la voir simplement comme une contrainte ou un truc où ce serait des consignes qui tombent de l'État, comme on a parfois ces messages de dire il faut réduire, baisser, décaler. Bon, oui, il faut le faire. Mais en même temps, quand c'est, comme je disais tout à l'heure, on n'aime pas que ce soit les autres qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est quand on se transforme soi-même qu'on se dit, voilà, c'est mon choix, en fait, c'est mon choix, et donc je le décide et je le fais comme ça. Trop cool. Non, c'est vrai. Simon, dernier point que je voulais voir avec toi, qui va être mon associé du coup. Comment vous avez fait pour être sélectionné, le jury, etc. Comment vous êtes arrivé sur cette émission? Alors c'est une émission qu'avec Antoine on regarde depuis la première saison, donc on connaissait l'émission et son format. Et dès la saison 2, on avait été contacté par la production qui nous proposait de participer à l'émission. Donc là, tu reçois, c'est quoi, un mail ou on te contacte Je sais plus si ça avait été un mail ou un coup de fil, mais en tout cas, à l'époque, comme l'émission était encore un peu nouvelle, elle n'était pas forcément aussi connue que maintenant, et donc ils allaient encore aussi un peu à la recherche de projets pour passer dans l'émission. Donc on avait été contacté il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Et à l'époque, on savait que c'était trop tôt pour nous pour participer. On avait vu dans la première saison que les projets qui arrivent, qui ont à peine vendu quelques produits, voire qui ont rien vendu, ils sont souvent un peu challengés et c'est difficile pour eux d'avoir des financements. Donc on s'est dit non, il faudra y aller au bon moment. Donc saison 2, on dit pas pour tout de suite. Saison 3, on est à nouveau en discussion avec la production. Et on met encore un peu, on freine encore un peu parce qu'on venait tout juste de terminer les précommandes de nos capteurs ILO, mais ils n'avaient pas encore été fabriqués, ils n'avaient pas encore été livrés, on n'avait pas les retours utilisateurs et on s'est dit c'est encore un peu risqué d'y aller à ce moment-là. Et là sur la 4e saison du coup, on se dit là cette fois on veut y aller, là on se sent prêt, donc on reprend contact avec la production, etc. Puis pour la petite anecdote, quand ils cherchent dans leur liste d'entreprises, ils font ah oui, on voit une candidature pour vous de cette année. On fait ah bon c'est bizarre, pourtant on vient juste de reprendre contact. Et en fait il y a un gars, on sait pas qui c'est, s'il nous écoute, s'il trouve cette vidéo, il faut qu'il nous dise que c'est lui. Il a fait une petite vidéo sur son téléphone face caméra en disant je connais ce projet, il est chouette, il faudrait qu'il passe dans l'émission. On ne sait pas qui est ce type. Incroyable. Comme il a mis nos coordonnées dans le formulaire, on n'a pas pu le rappeler, lui envoyer un mail, donc vraiment on ne sait pas qui c'est. C'est faux. Et donc c'est rigolo. C'est grâce à ça que du coup ils vous ont rappelé et vous ont... Je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas ça a participé un peu au fait que notre projet aussi remontait un peu sur la pile. Et après, c'est un parcours qui est assez long pour candidater à l'émission, parce qu'il y a une première prise de contact, il y a un premier formulaire à remplir avec des informations. Si ce formulaire convainc la production, il faut remplir un deuxième formulaire qui est plus complet, il faut faire une vidéo pour se présenter son projet. Eux, la vidéo leur permet aussi de voir est-ce que les porteurs de projet vont être
vont être photogéniques, est-ce qu'ils vont bien passer à la télé. Il ne faut pas oublier que ça reste une émission, une émission de télé, une émission de divertissement. Tu connais leurs critères un peu là, de sélection des boîtes, hein? C'est difficile. Enfin, je ne connais pas s'il y a des critères, je ne les connais pas. Et quand on voit les projets qui sont sélectionnés, on voit qu'il y a des projets qui sont des fois qui n'ont même pas 1 an d'existence, d'autres qui ont plusieurs années d'existence, certaines qui font déjà des millions de chiffres d'affaires, certaines qui ont à peine quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et donc je pense qu'ils cherchent à avoir une diversité dans les profils, dans les types de projets, dans ce qui est présenté pour que ce soit, intéressant. Le but pour eux, c'est de faire de l'audience, donc il faut qu'ils aient des projets attrayants. Okay. C'est ça. Et après, du coup, dans le process, c'est quoi la suite, hein? Et donc la suite du process, une fois qu'on a réussi à convaincre la personne de la production, elle doit réussir à convaincre aussi la chaîne. Doit convaincre M6 que notre projet va être intéressant, va bien passer à la télé, etc. Et donc il y a vraiment, c'est difficile un peu de savoir à chaque fois où on en est dans le parcours, mais il y a plein d'étapes de validation. Et ça peut être à tout moment, ils te disent là, c'est bon. Et à tout moment, ils peuvent nous dire en fait c'est bon, on a trouvé suffisamment de projets. Ils tournent 60 passages pour 60 entreprises. Donc ils peuvent pas se permettre d'en tourner beaucoup plus. Oui. Et donc ils sélectionnent. Il sélectionne, on va dire, drastiquement. Je crois que pour la saison 4, il y avait 4000 candidats pour participer à l'émission, 60 qui sont tournés, à peine un peu moins qui sont diffusés. Donc le travail doit être dur de leur côté, de réussir à sélectionner les projets. Assez conséquentes quand même là. J'imagine qu'ils ont des belles équipes, mais voilà. Et après, donc, on a été contacté 1 semaine ou 10 jours avant le tournage. Donc c'était en octobre 2023. Ouais. Et donc là, on nous contacte un jour en disant vous tournez mardi et il faut être là avec une scénographie, etc. Donc il y a un scénographe qui nous aide à faire quelque chose. Mais le pitch et tout, c'est quand même. Et il faut avoir préparé on a préparé le pitch avant. On a même eu beaucoup de temps d'échange avec la production sur un premier pitch qu'on avait fait. On leur envoie. Et ils te disent, ils te font des retours. Ils nous disent ça va pas parler aux gens, ça il faudrait faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Alors c'est difficile parce qu'on leur envoie vraiment un papier avec un script de pitch, ils nous disent c'est pas assez dynamique. C'est un papier, hein. Oui, mais peut-être qu'ils ont l'habitude aussi de se dire on sait que si c'est écrit comme ça ou si c'est dit comme ça, ça passera mal. Et donc il y a pas mal d'échanges comme ça. Et puis après le jour J sur le tournage, il y a toute la partie préparation, maquillage, interview. C'est un peu stressant. Parce que tu sais que tu vas passer devant forcément des millions de personnes. Il y a ça aussi. Oui. On sait que le passage va passer devant des millions de personnes. On avait contacté un autre entrepreneur toulousain qui était passé l'année d'avant dans l'émission pour aussi demander un peu ses retours, comment il l'avait vécu, qu'est-ce qu'il avait pas fait, qu'il aurait aimé faire, ou qu'est-ce qu'il avait fait, qu'il avait regretté après, pour justement un peu se préparer. Et donc le fait d'avoir eu tous ces retours, ça nous a un peu rassurés. On était accompagnés par 2 personnes aussi qui ont été là pour nous coacher, nous motiver, un peu penser à tout ce que nous on n'avait pas le temps de penser sur le moment. Ce qui était le plus stressant pour nous dans la journée de tournage, c'est qu'on devait passer à 14h et vers 10h on nous dit en fait vous passez à 11h, vous êtes les prochains. Et là d'un seul coup la montée de stress de se dire en fait j'ai plus quelques heures devant moi, là j'ai plus que quelques minutes et là c'est bon, il faut y aller. Et du coup on n'était pas prêts, on n'était pas maquillés, on n'était pas habillés, on nous avait pas briefé sur comment ça allait se passer sur le plateau. Tout s'est passé en même temps et à partir du moment où on nous a annoncé vous allez passer dans 1 heure, en fait j'ai pas vu le temps passer. Ça allait vite. Ils te mettent dans les bonnes conditions quand même, ou ils essayent un peu de te challenger, à mettre un peu de pression et pour le pitch, tu vois. Ils nous mettent dans les meilleures conditions possibles. Ils essaient de nous challenger un peu pour être sûr qu'on va être dynamique, ça va bien passer à la télé, etc. Après, ils te mettent pas le stress volontairement. Non, voilà, ils essaient pas de nous mettre le stress volontairement. Ils savent déjà que c'est assez stressant de passer dans l'émission. Et en plus, on a fait plein des petites scènes qui sont tournées plusieurs fois. Les scènes où les porteurs de projet ouvrent la porte, en fait, elles sont tournées quelques fois derrière pour avoir les mains qui ouvrent et puis par devant pour voir les porteurs de projet qui entrent. Plusieurs plans de coupe. Et on a fait 2, 3, 4 prises peut-être de ces scènes-là, filmées devant, filmées derrière. Et puis d'un moment, on nous dit 3, 2, 1, allez-y, on ouvre les portes et là c'est le vrai moment. Et là quand on rentre sur le plateau, il y a les 5 investisseurs qui nous attendent, qui sont avec leur carnet en train de se dire ok, qu'est-ce que ça va être. Ils viennent d'analyser Ils regardent parce qu'il y a le produit en grandeur nature. Il y avait toute notre scénographie, il y avait le capteur ILO qui était disposé un peu partout, la douche cyclique qui était présentée. Et donc d'un seul coup c'est un peu impressionnant. Et en fait, une fois qu'on se lance dans son pitch, on oublie un peu qu'il y a 20 caméras qui sont en train de nous filmer, on est en train d'échanger. Ce qui est assez étonnant, c'est rigolo, c'est qu'on les entend dans des retours. Et je pense qu'eux aussi nous entendent dans des retours. C'est-à-dire, tu entends quand ils discutent entre eux ?
En fait, quand on échange avec eux, on les entend on les entend, ils parlent dans des micros et on entend le son du micro. Oui, on n'entend pas la voix directement okay. parce que on est Vous êtes loin quand même, on est éloigné quand même ouais. d'eux. Et donc je pense que eux aussi nous entendent dans les micros. Et ça rend le truc un peu bizarre au départ parce qu'on est là, mais en fait c'est presque comme si on se parlait en visio, quoi. Mais en fait, ouais, on oublie vite ça et de toute façon on est tellement concentré à répondre à leurs questions et à essayer de montrer que notre projet vaut le coup d'être investi que en fait ça se passe plutôt bien. Et bon, j'avais regardé le passage, c'est passé assez tard et tu me disais que ça avait du coup eu un peu moins d'impact par rapport aux autres qui étaient passés en prime time. C'est un peu le regret que tu as du coup d'être passé, c'est quoi, c'était vers minuit, c'était ouais, direct. Notre passage il est passé à minuit sur le dernier épisode, qui déjà statistiquement, enfin en tout cas dans les audiences, a aussi été un des épisodes moins regardés. Donc ouais, on regrette un peu d'être passé si tard. Après, sur tous les passages, il y a eu des projets qui sont passés tard. Mais et puis ça, c'est pas de notre ressort. C'est la chaîne qui le décide comme ça. Et en plus, on a appris qu'ils ont probablement inversé notre passage avec le projet qui passait juste avant nous. Et je pense qu'ils ont voulu terminer par un projet qui avait un investissement, plutôt que terminer par un projet qui repartait sans rien, pour terminer sur une note positive. Donc je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Ce qu'on peut nous regretter, c'est peut-être de ne pas avoir fait autant de spectacles que d'autres projets, avec des démos, avec des choses très télévisuelles. Oui, on a voulu aussi donner une image assez sérieuse de notre projet, parce que, mine de rien, en face de nous, il y a des gens qui vont potentiellement investir des centaines de milliers d'euros dans le projet. On n'a pas envie de passer pour des clowns. Donc on avait voulu garder ce côté assez professionnel, assez sérieux. On savait aussi que ça allait être regardé par nos potentiels clients professionnels, des hôtels, des promoteurs. Donc c'était difficile de trouver le juste milieu entre paraître sérieux et crédible et en même temps faire le côté divertissement qui allait plaire à la chaîne. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas passé à 21h et qu'on est passé un peu tard dans la soirée. Sur les retours, les retombées qu'on a pu avoir, elles sont quand même historiques pour notre projet. Tu me disais des milliers de visites. En termes de visites, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Ça vous a ouvert des portes aussi par rapport à ça nous a ouvert des portes sur des potentiels partenariats avec des partenaires industriels, avec des hôtels, avec des promoteurs avec qui on a pu prendre contact. On était il y a quelques jours sur la foire de Toulouse, les gens nous reconnaissent parce que certains ont vu l'émission et donc ils se rappellent avoir vu ce projet-là dans l'émission. Donc ça apporte quand même une notoriété et des retombées qui sont assez intéressantes, et même par rapport à toute la presse qui parle de l'émission derrière. Mais voilà, on n'a pas eu ces résultats aussi extraordinaires que certains projets parlent sur leurs réseaux sociaux. Mais bon, c'est comme ça, et on gardera quand même toujours le cachet de passer dans la saison 4 de Qui va être mon associé. Et ça reste un coup de com qui est, comme je disais tout à l'heure, 60 projets sur 4000 qui candidatent, c'est une chance assez extraordinaire. Et puis la visibilité de la télé, c'est monstrueux. Pour une start-up, ça vous fait une image de marque derrière, c'est chouette. Ah bah c'est un peu le vu à la télé, vu sur M6, même si ça fait très, très marketing dit comme ça, mais mine de rien, c'est un gage qui fait que n'importe qui ne passe pas à la télé. Exactement. Donc c'est sûr que c'est... Simon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Iliad dans le futur ? Futur proche ou futur lointain ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors dans un futur très proche, on participe début mai au concours Lépine. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est repartir avec une médaille du concours Lépine. Ce serait assez chouette, ça aussi, encore une fois, en termes de visibilité et de crédibilité. Ensuite, ce qu'on peut souhaiter, c'est de réussir à passer cette marche de l'industrialisation de la douche cyclique, qui est quand même une marche assez importante. Autant le capteur ILO, c'était notre produit aussi d'entraînement. C'est un petit produit qu'on a réussi à faire fabriquer en Occitanie avec que des partenaires qui sont à moins d'1 heure de Toulouse. Donc ça, c'était déjà une réussite. La douche cyclique, c'est un produit nettement plus complexe, nettement plus gros. Et donc à industrialiser, c'est un bel enjeu. Et donc ce qu'on peut souhaiter, c'est de réussir à passer cette marche de l'industrialisation. Marche que beaucoup d'entreprises des fois ont un peu de difficultés. Je dis pas que pour l'instant on n'a pas de difficultés, trouver les fonds, les partenaires pour passer cette industrialisation, c'est assez compliqué. Mais voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça se passe pour le mieux, qu'on n'ait pas de problématiques sur nos premières séries, et que derrière ça déroule, et que après les premiers clients, tout le monde se dise en fait la douche cyclique c'est bon, c'est la solution qu'on attendait depuis le début, et que ça déroule. Et tu parlais de partenaires là, du coup vous avez réussi à instaurer des partenariats avec des acteurs locaux parce que si vous avez une commande de 1000 douches, il vous faut passer à l'échelle, et ça vous l'avez déjà prévu ?
Alors sur la douche cyclique, c'est aussi pour ça qu'on a lancé en février des précommandes, à la fois auprès des professionnels et des particuliers. C'est pour dimensionner l'industrialisation qu'on va devoir faire. Si on a quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers de douches à produire, bah, c'est peut-être pas les mêmes partenaires qu'on va choisir. Sur le capteur ILO, on a commencé par produire 1000 capteurs, là on est en train d'en produire 2000. On est en train de voir pour pouvoir améliorer au fur et à mesure aussi la production pour que ça se passe que ça aille de plus en plus vite. Mais là, en tout cas, sur ce produit, sur le capteur ILO, on a réussi à trouver des partenaires qui sont locaux. Il y en a à Muret, il y en a à Castres, il y en a à Colomiers. Et donc, en fait, c'est pratique parce que c'est des gens qui sont... Il y a de la proximité. Voilà, il y a une proximité. On peut aller voir la production en direct. On peut même aller... voilà, il y a des échanges qui sont beaucoup plus simples que si on avait des partenaires qui étaient plus loin. Pour la douche cyclique, on a un peu de mal à trouver des partenaires qui pourraient être en Occitanie. Il y a assez peu de fabricants de sanitaires en Occitanie. Donc ça resterait français quand même. On aimerait qu'on garde cette envie de faire quelque chose de local. On aimerait du fabriquer en France. On a commencé à repérer des partenaires qui pourraient être en Loire-Atlantique, mais en même temps on en voit aussi en Catalogne qui pourraient potentiellement être des partenaires. Et donc là ce sera un choix à faire aussi, se dire est-ce que le Made in France c'est vraiment ce qui est important, est-ce que c'est le local qui est plus important, et mine de rien la Catalogne c'est plus local que la Loire-Atlantique ou l'Alsace. C'est une question de coût aussi qui va... Il y aura une question de coût forcément entre la France et l'Espagne. Mais après, on est sur un projet où ce ne sera pas monopartenaire. En fait, on a des fournisseurs pour plein d'éléments, on peut avoir plusieurs partenaires. Et donc, bien sûr qu'on va essayer d'avoir un maximum en local. On a été soutenu par la région Occitanie depuis le début, donc ça nous tiendrait à cœur de réussir à faire quelque chose en région Occitanie. Mais voilà, trouver des partenaires industriels sur des sujets des fois assez pointus, et notamment les sanitaires. On n'est pas une région, on est connu pour l'aviation, mais on n'est pas très connu pour nos douches ou nos baignoires. C'est clair. Bah écoute Simon, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super cool. Merci pour l'invitation. On va vous suivre de très près, on va voir l'évolution d'ILIA. Merci beaucoup. Merci Simon, à bientôt. Au revoir.